Bonjour, depuis avril 2013, nous donnons la parole aux candidats des élections municipales de 2014 afin de découvrir leur programme électoral et les différences qui les caractérisent. Nous donnons également la parole aux candidats non tête de liste connus. Voici l'interview de Nathalie Biquet, enregistrée le jeudi 20 février 2014 à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Alors nous sommes le jeudi 20 février 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Nathalie Biquet, très heureuse de vous accueillir ici à la Seine-sur-Mer. Alors on va commencer par ceci, c'est il y a un an, en avril 2013, je regardais sur un site internet toutes les photos des candidats potentiels pour cette élection municipale. Et il y a un an, je vous voyais en photo. Maintenant, je vous ai en face de moi. Ben oui, c'est vrai qu'il y a un an, j'avais envisagé de me présenter, puisque je me suis aussi présentée aux élections municipales en 2008 et que je suis rentrée dans la vie publique et politique en 1994, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est vrai que c'est un combat et c'est une détermination pour la ville de longue haleine, je dirais. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que, si je peux employer cette expression, que vous avez laissé votre place, c'est que Philippe Vitel donc, est venu ici donc, en tête de liste? Alors, je n'ai pas laissé ma place, c'est effectivement ce que tout le monde dit, il faut toujours se rassembler pour être plus fort. Moi, j'ai mis des actes auprès des paroles. Effectivement, il fallait avoir un rassemblement pour être plus fort et pour pouvoir proposer un projet intéressant, parce que ce qui m'intéresse, bien sûr les personnes, c'est important de savoir la qualité qu'elles ont et comment elles vont pouvoir porter le projet, mais d'abord et avant tout, c'est le projet qu'on défend pour la ville. Et c'est vrai que je suis engagée depuis très longtemps. Avec Philippe Vitel, nous avons eu des discussions et qu'il me semblait opportun que nous nous présentions ensemble pour mener à bien cette opération de reprise de la ville de la Seine-sur-Mer. Alors, je vous l'ai dit, le principal pour nous a été dans un premier temps d'interviewer les têtes de liste. Je vous l'ai dit en antenne avant de commencer, on y est pratiquement arrivé. Et puis donc on est quand même ravis d'avoir mis, comme je vous l'ai dit, un interview en face chaque photo pratiquement. Et donc vous étiez en photo et donc on a décidé tout simplement de donner aussi la parole aux gens qui ne sont pas tête de liste mais qui font partie, si vous voulez, du paysage politique. Je pense que c'est très intéressant et puis vous avez une mission qui est intéressante aussi, c'est de donner la parole aux gens. Parce qu'effectivement, on a l'impression que la vie politique ne marche qu'au temps des élections, alors qu'en fait c'est un engagement. Il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans la vie politique et que c'est intéressant aussi de leur donner la parole, pas seulement au moment ou des municipales, quand il y a des combats où on voit que des gens se révèlent ou se découvrent, mais c'est vraiment sur des ambitions et sur des engagements de longue haleine. Alors je vous l'ai dit, les élections municipales ont lieu fin mars, le 23 et le 30 je crois, et inutile de vous le dire, je vous l'ai dit en antenne, qu'on aura vocation à se revoir après. J'espère bien, parce qu'effectivement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est pas juste le temps des élections, il y a l'avant et l'après. Effectivement, c'est important, d'avoir une vision avant l'élection, d'être engagé dans la société civile, parce qu'en fait, on vit la vie des gens. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, on est porte-parole, on focalise un petit peu les attentes des uns et des autres, mais après, effectivement, c'est comment on va mettre en place ce qu'on a prévu de mettre, pourquoi on s'est engagé, et comment, finalement, on va confronter nos idées à la gestion communale. Et ce qui va être intéressant, effectivement, c'est aussi comment on va gérer par la suite, parce qu'on a un projet, mais il est aussi important de voir comment on va le mettre en place que de le révéler lui-même. C'est la démarche qui est intéressante. Alors, lorsque j'ai interviewé les têtes de liste, et je précise, je vous l'ai dit, en interview longue durée, pas 4 minutes, qu'on a développé justement des thèmes. Alors il y a une partie où on a donc des thèmes qu'on pose justement aux têtes de liste, mais je vais vous poser ces mêmes thèmes aussi. Et puis il y a une seconde partie parce que j'estime que quand on vient voir les gens, on vient aussi les écouter, tout simplement. Donc il y aura une partie, si vous voulez, sujet libre, si je puis dire ça. Donc on vient chez vous, on a préparé quelque chose. Alors nous on ne prépare pas tout, et on le dit très honnêtement, de manière à ce que vous puissiez justement nous dire des choses complémentaires. On va commencer donc justement par les thèmes que j'ai posé à tout le monde et l'intérêt, bien évidemment, chacun séparément. Ce n'est pas un débat, il n'y a pas de contradiction. On vous écoute chacun indépendamment des autres. On va commencer par, bien sûr, le premier thème, les impôts. Alors, les impôts et puis les finances, parce qu'effectivement, la participation de chacun à l'effort, je dirais, de guerre pour financer l'action municipale, c'est l'impôt. Mais comment ensuite la municipalité gère cet argent? Parce que si nous voulons aujourd'hui avoir des projets, il faut bien sûr que ça se fasse à budget constant. Donc ça veut dire ne pas augmenter les impôts et nous nous engageons dès 2016 à pouvoir les baisser. Mais c'est vrai que nous sommes engagés dans des financements, notamment au niveau de l'ANRU pour la cité Berthe, tout ce qui a été la rénovation de la cité. De toute façon, on ne pourra pas baisser les impôts avant 2016, c'est une réalité. Maintenant, effectivement, nous avons dans la manière de gérer la ville plusieurs leviers pour baisser ces impôts. En tout cas, pour faire en sorte qu'ils ne continuent pas d'augmenter. Il y a d'abord de faire des économies, parce qu'il y a, le volet recettes et puis le volet dépenses. Et au niveau des dépenses, bien sûr, nous avons tous identifié que la mairie aujourd'hui est une entreprise qui
qui coûte cher par son fonctionnement, parce qu'effectivement, il y a des employés communaux qui ont des salaires et qui sont la plus grosse partie des frais de fonctionnement. Aujourd'hui, à 56%, c'est là où est le déséquilibre au niveau de la gestion municipale. On a une opportunité aujourd'hui qui est très intéressante puisqu'on a un papy boom qui est en train d'arriver, qui correspond au baby boom de l'après-guerre. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir des départs en retraite qu'on pourrait ne pas renouveler, c'est-à-dire que, à part certains cas de cadre ou peut-être pour la sécurité, puisque c'est l'accent que veut donner Philippe Vittel sur cette campagne, mais à part ça, effectivement, on peut imaginer restructurer la mairie et notamment les services pour avoir un poids sur les salaires qui soit moins important et qui dégage donc du coup des économies. Et puis après, bien sûr, il y a les recettes. Si on arrive à solliciter les entreprises pour venir sur notre territoire, si on arrive à créer de l'emploi et du pouvoir d'achat, c'est aussi une fiscalité qui serait plus équitable. Ça donnerait d'abord du pouvoir d'achat aux familles, mais ensuite, ça permettrait d'avoir une part plus importante de la population qui paierait des impôts et qui viendrait s'ajouter à l'enveloppe globale de la municipalité. Donc, on a vraiment des aspects divers et nous voulons vraiment agir sur tous ces leviers pour que, in fine, à budget constant, on puisse faire beaucoup de choses et à partir de 2016, envisager de baisser les impôts. Très bien, on va continuer avec les thèmes que vous avez peut-être entendus sur justement d'autres reportages. C'est les mêmes questions, je tiens à le dire. C'est donc les thèmes maritimes, je vais les regrouper, la grande plaisance et puis la valorisation du littoral. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, puisque en 2008, j'ai fait carrément ma campagne là-dessus, puisque je pense que c'est le plus grand potentiel de développement de la ville, qu'il soit au niveau économique, mais aussi au niveau de l'image, au niveau de l'attractivité, puisqu'on a d'un côté l'activité maritime liée à la construction des bateaux, et encore aujourd'hui sur toutes ces activités maritimes de construction, de grande plaisance, de croisière, etc. Et puis on a un patrimoine exceptionnel qui vient de la balnéarité, qui est aussi lié à ce littoral, puisqu'on a des quartiers comme Tamaris ou les Sablettes qui ont été créés pour attirer un tourisme de qualité, un tourisme exceptionnel. Et aujourd'hui, on voit qu'on est un peu en panne dans tous ces secteurs. Et c'est vraiment, à la Seine-sur-Mer, un moyen à la fois faire entrer des recettes, donc c'est ce que j'expliquais précédemment, mais surtout, c'est une manière aussi de diversifier nos activités économiques et de nous redonner une image et une attractivité très intéressante. Puis nous avons Brégaillon avec le pôle mer qui s'est développé sur l'aire toulonnaise. C'est quand même un pôle de compétitivité à vocation mondiale. Donc on a l'occasion de participer à des réseaux de reconnaissance, de diffusion d'informations, etc. et de savoir à travers la base maritime qui va être installée à Brégaillon. Aujourd'hui, c'est quand même dommage de voir que ça n'a pas encore démarré sur la Seine alors que des travaux sont faits à Olioul et que c'est vraiment pour nous porteur d'espoir parce que ça va être aussi de la recherche, ça va être des hautes technologies, ça ne va pas être que les activités maritimes comme on peut les imaginer jusqu'à présent, c'est vraiment tourné vers l'avenir. Très bien, on continue avec deux thèmes, je vais les englober, ça se complète un petit peu, on peut dire le sport et jeunesse. Alors c'est très important parce qu'on parle du lien social, c'est vrai qu'à travers le sport, c'est l'occasion pour les jeunes notamment de découvrir la relation à l'autre, c'est l'image effectivement d'une ville dynamique, le sport. Aujourd'hui on a des équipements qui sont, à part le complexe Léry, mais on a des équipements qui sont quand même très en retard au niveau de l'entretien, de la réhabilitation comme Sova ou Baquet, alors que c'est vraiment un révélateur de dynamisme. Et la jeunesse en plus, et pour le centre-ville notamment, parce que ça me tient bien à cœur, nous avons un lycée Bossier avec 1600 enfants, enfin élèves. Nous avons les Maris avec plus de 950, on a Curie, on a Éluard, etc. Donc au centre-ville, on a une jeunesse qui est extrêmement présente et on ne lui donne aucun lieu pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle puisse se poser. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la meilleure manière de lutter contre l'insécurité, contre le sentiment d'enfermement pour certaines personnes âgées. Il y a tout un travail à faire sur l'intergénérationnel aussi pour que justement les jeunes trouvent vraiment leur place au cœur de la cité et de la société. Thème suivant, le personnel communal. Le personnel communal, c'est vraiment, je dirais, l'outil pour mettre à bien un vrai service public que les gens attendent. Parce que si tout à l'heure on parlait des impôts, effectivement, on paye des impôts très chers à la Seine, mais quel service nous avons en face? Et je crois que le personnel communal est vraiment prêt à jouer ce jeu, mais c'est vraiment une question, d'implication des élus, bien sûr, parce que pourquoi on attendrait de personnels communaux de s'engager alors si les élus le font pas? Et puis, deuxièmement, c'est aussi la motivation, les plans de carrière, etc., qui aujourd'hui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne crée pas ce sentiment d'enthousiasme pour travailler pour une collectivité. On a l'impression que, c'est un petit peu des relations de clans, etc., et si on n'est pas dans le bon, on progresse pas. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette envie de dynamiser ça, en tout cas pour ma part, c'est ce que je ferai en arrivant, c'est-à-dire de faire sentir aux gens que c'est une équipe et qu'il faut que vraiment on se mette tous ensemble au service de la population. Et à propos de population, on va passer sur un thème qui la concerne, la vie associative. La vie associative, alors c'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'explosent pas dans la société aujourd'hui, parce que c'est temporisé par
la vie associative qui souvent reprend des missions que le service public n'assure pas. Et notamment, je pense dans la cité, parce qu'il y a vraiment des associations d'accompagnement et même au niveau de certaines sociétés culturelles qui sont vraiment un tampon pour la paix sociale. Donc, je pense que c'est très important de travailler en harmonie avec les associations, de les entendre, de faire des contrats d'objectifs, parce qu'effectivement, il y a des droits et des devoirs, et on en parlait tout à l'heure. C'est très important de sentir qu'il y a ce lien entre la population d'un côté et puis la manière dont la ville est gérée. Il faut vraiment que ce lien avec le citoyen passe aussi par l'association. Très bien, on va continuer avec le thème suivant, les transports. Alors, les transports en commun, bien sûr, nous, on a la volonté notamment de régler un problème qui est récurrent à la Seine, c'est-à-dire la circulation. C'est indispensable de travailler sur les transports en commun, mais de ne pas travailler juste à notre petit niveau de la ville de la Seine, mais vraiment de travailler autour de la rade, parce qu'on voit aujourd'hui que les déplacements, les gens travaillent de plus en plus loin. Il y a des mouvements qui dépassent largement le territoire sénois. Et nous avons aussi la chance d'avoir des transports par navette maritime. Et je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas de stratégie pour avoir de nouvelles destinations ou pour avoir des rythmes, des séquencements qui permettent d'avoir un usage plus facile. Tout ça, c'est bien évidemment mettre en synergie avec tous les autres moyens de transport que sont le bus et éventuellement le vélo, même à disposition, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut multiplier les moyens de se déplacer. Très bien, thème suivant, puisque je vous dis, c'est une liste de thèmes, c'est les mêmes questions, hein, c'est les mêmes, et dans le même ordre, hein, j'assiste bien. On va parler de la sécurité et puis de la police municipale aussi. C'est un thème majeur, puisque effectivement, nous sommes dans une zone de sécurité prioritaire. On a vu de toute façon que le fait d'avoir mis des caméras et d'avoir renforcé le dispositif sur le centre-ville et sur le secteur de Berre a fait en fait que les problèmes se sont déplacés dans d'autres quartiers. Donc aujourd'hui, c'est notre priorité parce qu'effectivement, si on ne sécurise pas les quartiers, le centre-ville bien sûr, parce que 26 caméras, c'est insuffisant. Derrière, il faut mettre des moyens humains, des moyens logistiques, c'est-à-dire que derrière les caméras, il faut voir des gens qui visionnent 24 heures sur 24. Mais il faut aussi imaginer qu'il faut mettre des bureaux qui vont mettre en sécurité les gens au sud comme au nord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de proximité aussi sur la sécurité. Donc l'objectif, c'est de passer des 26 caméras, enfin 25. Aujourd'hui, il y en a 21 dans le centre-ville plus 5 à l'extérieur du centre-ville. C'est largement insuffisant. Il faudrait monter à une centaine. Pourquoi ? Parce que c'est un support essentiel au renouveau économique de la ville. Vous ne pouvez pas imaginer que des gens vont aller dans des quartiers où ils ne se sentiraient pas en sécurité. D'autre part, c'est vrai qu'on a le souci. Alors moi, c'était mon souci, c'était beaucoup les personnes âgées seules qui sont dans le centre-ville, qui n'oseraient pas sortir. Mais finalement, je me suis rendu compte en parlant que même les jeunes n'osent plus aller dans des quartiers ou dans des secteurs où ils sentent qu'il y a un malaise, etc. Et puis au-delà de la sécurité elle-même, il y a le sentiment d'insécurité. Et je pense que c'est très important, notamment au niveau de la réhabilitation du centre-ville, de se poser la question des ambiances. C'est vrai que quand une rue est sombre, on ne se sent plus en sécurité. Quand il n'y a personne dans une rue, on se sent tout de suite plus en danger, etc., etc. Donc, c'est comment animer le centre-ville, comment lui redonner de la qualité, comment lutter contre ce sentiment qui est souvent impalpable. Alors justement, le thème suivant, devinez quoi ? C'est le centre-ville. Oui, alors ça, c'est un vaste sujet. Bon, c'est vrai que moi, je suis architecte, j'ai fait beaucoup d'urbanisme aussi. C'est un peu mon dada, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande un petit peu quel est le moyen, la baguette magique qu'il faudrait pour relancer le centre-ville. Parce qu'on voit que toutes les activités ludiques partent sur le bord de mer. Et il faut bien trouver des activités qui vont revaloriser et réanimer, je dirais, ce centre ancien. Parce qu'en fait, le centre-ville, maintenant, est beaucoup plus large que le centre ancien. Le problème, c'est vraiment sur le centre ancien qui n'a pas été restauré en temps et en heure comme il aurait fallu le faire. Qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est compliquée tant au niveau du commerce qu'au niveau de l'habitat, du domaine public, etc., etc. Donc, moi, je pense que, il faut redonner un équipement majeur au centre-ville. Et pour moi, c'est le port. Aujourd'hui, le port ne joue plus son rôle d'animation et de point central du centre-ville parce qu'il est coupé par les voitures. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu le problème des voitures, et moi, je suggère qu'on les renvoie sur le bord de mer pour reconnecter le port au centre-ville, qu'on ait, comme dans toutes les villes méditerranéennes, des activités sur le plan d'eau, qu'on ait des bateaux de tradition, qu'on puisse se promener, boire un café, je dirais, sur le Quai-Hoche, qui est le quai au sud, et qui est historiquement la graffe entre le centre-ville et le port. Donc, il faut redonner de la qualité urbaine, il faut refaire des sols, il faut remettre de la lumière, mais surtout, je pense pas qu'on puisse intervenir partout à la fois. L'idée, c'est vraiment de se dire, on va prendre quelques rues, quelques places, et on va mettre toute l'énergie et tous les moyens d'une collectivité pour améliorer le cadre de vie général, et puis ensuite faire des programmes avec des partenaires privés sur du logement social, du logement médicalisé, une auberge de jeunesse, tout ce qu'on peut imaginer de programmes qui pourraient être de l'habitat, mais pas que de l'habitat. Ça peut être aussi des pépinières de jeunes entreprises, ça peut être des
hôtels internationaux d'entreprises, parce qu'il faut s'imaginer une chose, c'est que quand une entreprise veut se délocaliser, admettons qu'elle vienne du Nord et qu'elle ait envie de s'installer sur le bord de la Méditerranée, elle va pas regarder comme nous, est-ce que c'est mieux d'être à la Seine ou à Olioul ou à Sanary. Donc, ils vont venir dans le Sud et ils vont avoir besoin d'un point de chute. Nous avons beaucoup de choses à offrir, et notamment à travers le centre-ville, qui, si on le regarde précisément, a de grande qualité architecturale, urbaine, parce qu'il ne se résume pas vraiment aux quelques pâtés de maison qui sont délabrés. Donc là, il faut une vraie démarche qui passe aussi par une politique au niveau du logement, mais ça, après, ça commencera à être long, et puis le PLU, qu'il faut adapter à des nouveaux moyens de vivre. Aujourd'hui, la manière de vivre du centre-ville ne correspond plus du tout à ce que les gens attendent. C'est-à-dire qu'il y a peu de soleil, il n'y a pas d'ascenseur, on ne peut pas y accéder en voiture pour amener ses courses, ce qui pose aussi le problème du commerce de proximité. Mais tout ça, il faut y travailler sur un plan général du territoire, c'est-à-dire qu'en fait, il faut redonner la possibilité au centre-ville de vivre en s'appuyant sur ses atouts et en compensant ses handicaps. Et là encore, le thème suivant, eh bien, c'était justement le commerce. Ah, mais ça tombe très bien. Donc, nous avons un projet de faire un office de tourisme, de commerce et d'artisanat, parce qu'en fait, c'est lié. On s'est rendu compte, avec l'arrivée des croisiéristes, qu'une fois qu'ils sont arrivés, le plus proche est quand même de venir au centre-ville. Et finalement, la plaquette qu'on pourrait leur donner à l'arrivée, à la descente du bateau, ce qui serait indispensable, c'est à la fois présenter notre qualité de vivre, notre art de vivre, notre architecture et notre histoire à travers cette architecture. Et puis, bien évidemment, les produits régionaux, tout ce qu'ils peuvent consommer, tout ce qui est typique de la région. Ce n'est pas que des visites touristiques, c'est aussi de la consommation. Et je suis aujourd'hui très étonnée de voir qu'il n'y a aucun commerçant qui puisse dire qu'il vit aujourd'hui, qu'il vit mieux grâce aux croisiéristes. Ce qui est quand même incroyable, puisque à chaque fois qu'un bateau arrive, il y a un tiers de ces passagers qui restent en cabine ou sur le bateau, un tiers qui part en excursion et un tiers qui descend sur le lieu où il arrive. Nous avons la chance quand même d'avoir des bateaux en plein centre-ville, parce qu'on est vraiment à un trait de pierre de ces bateaux. Donc c'est très facile de venir dans le centre-ville et de consommer dans le centre-ville. Alors, ce qui se passe ailleurs, pourquoi ça ne pourrait pas se passer au centre-ville? Mais effectivement, il faudrait proposer des visites, il faudrait proposer un certain nombre d'attraits au centre-ville pour que, bien sûr, le commerce puisse aussi profiter de ça. On en parlait justement avec différentes personnes, l'orientation d'un quai qui permet justement aux grands bateaux de s'amarrer ici en cas de mauvais temps. Oui, en fait, notre richesse à la Seine-sur-Mer, c'est qu'on a toujours eu les activités maritimes en complément de Toulon. Et nous avons des quais en eau profonde qui aujourd'hui font que, bien sûr, les bateaux de croisière et même les très gros bateaux de croisière peuvent venir là. Les ferries, bien sûr, quand ils sont détournés de Toulon à cause du mauvais temps, mais c'est aussi bien quand le port autonome de Marseille est en grève, on les reçoit. Et on n'a pas que ceux du quai d'armement, on a aussi ceux des télécoms, on a aussi ceux de Brégaillon. On est extrêmement bien dotés pour avoir toute cette activité de grande plaisance, de croisiéristes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir à l'idée que cette vocation maritime et cette ouverture sur la mer, c'est un potentiel énorme de développement économique qui n'est pas exploité aujourd'hui. À la place de l'atelier mécanique, il y aura un port. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, mais il y a un port devant l'atelier mécanique et dans l'atelier mécanique, il y aura des salles de cinéma. Donc aujourd'hui, c'est quand même incroyable qu'une ville de 62 000 habitants n'ait pas de cinéma. Donc dans les ateliers mécaniques, effectivement, le projet, c'était un hôtel et des cinémas, plus après point d'interrogation, en tout cas sur le dossier qui a été retenu par la mairie. Ce qui est incroyable, c'est que la mairie n'a pas voulu lier le dossier de la conversion des anciens ateliers mécaniques, n'a pas voulu le lier au port. Le port sera devant et ce sont deux prestataires différents. Donc il y a une DSP pour le port et un bail amphithéotique pour les ateliers mécaniques. C'est quand même incroyable d'avoir une telle opportunité de ne pas la saisir. Aujourd'hui, apparemment, dixit la mairie, le bail n'est même pas signé pour les anciens ateliers mécaniques. Donc je pense que c'est un peu une gabegie d'avoir de telles surfaces, un tel potentiel et de ne pas réussir à faire des vraies conventions avec des exploitants. Et le futur casino? Alors le casino, là, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, c'est la décision ne nous appartient pas, nous, puisque ça passe par le ministère de l'Intérieur. C'est quand même étonnant qu'ils aient commencé les travaux. Alors là, on peut se poser la question, ils ont commencé des travaux alors que le recours des tiers n'était pas purgé. Bien sûr, ce sont des recettes qui sont extraordinaires, mais attention, il y a quand même un danger. Parce qu'équilibrer un budget communal avec des ressources qui sont occasionnelles, en tout cas qui arrivent massivement d'un privé, ça pose toujours un petit peu question, quoi. Donc je pense qu'il va falloir être très prudent avec ce projet, mais bien sûr qu'on ne peut pas éviter de se dire que c'est quand même intéressant d'avoir autant d'équipements de loisirs, culturels, etc., qui viennent sur le site en bord du centre-ville. C'est pour ça que c'est quand même intéressant aussi pour le centre-ville. Alors voilà, les thèmes sont terminés, hein, je vous l'ai expliqué. Donc il y a une partie où les questions sont préparées, et puis il y a une partie, c'est libre. Moi je suis là aussi pour vous écouter, si vous avez quelque chose à dire, et encore une fois, donc avec cet outil magnifique qui permet justement de vous donner quoi? La parole. En fait, ce qui
qui me motive depuis toujours, puisque je suis rentrée dans la vie publique en 1994. J'ai d'abord sauvé le grand hôtel du Golfe qui avait un permis de démolir. Donc je me suis intéressée au patrimoine sénois et je me suis rendu compte à quel point cette ville est riche de son histoire, histoire qu'on oublie et qu'on gomme régulièrement, parce que ce soit la construction navale avec ces grands paquebots qui étaient des émissaires de la ville et qui ont fait rayonner la ville sur toutes les mers du monde, mais la balnéarité avec Michel Pacha, puisque le grand hôtel avait été construit par Michel Pacha, ce sont des projets qui sont absolument extraordinaires. Et là, sur Tamaris notamment, je travaille sur une exposition, bientôt je sors une exposition sur Michel Pacha, puisque quand Marseille 2013 s'est développé sur Marseille l'année dernière, ont été mis à l'honneur deux personnages, Michel Pacha qui a contribué avec l'installation des phares sur toute la Méditerranée, puisqu'il a fait 154 phares et feux, donc il a fait une fortune colossale, et puis il est venu construire Tamaris alors qu'il était maire de Sanary. Donc déjà c'est des passerelles entre deux villes qui sont pas très très lointaines, mais en plus ça a été l'occasion de parler de tous ces hommes qui ont fait évoluer les relations culturelles, économiques autour de la Méditerranée, et Michel Pacha a laissé un patrimoine extraordinaire, donc que j'essaye de mettre en lumière, et je vais faire une grande exposition, d'abord en juin à Sanary et en septembre à Tamaris. Et puis d'autre part, Pouillon, bien sûr, qui a eu un destin absolument extraordinaire, qui a reconstruit les sablettes, en fait, qui avaient été détruites, notamment pendant l'occupation. Et Pouillon, pareil, a eu un destin absolument extraordinaire. Il a fait les façades du port de Marseille, donc en pierre. C'était un visionnaire. Il a travaillé aussi en Algérie avec le maire de l'époque qui s'appelle Chevalier. Il a fait notamment des groupes sociaux et des groupes de logement très importants dans la région parisienne aussi. Puis il a été mis en prison. Il a fait des choses absolument extraordinaires. Il s'est enfui, il est allé habiter en Italie. Et nous avons, la chance d'avoir une unité très spécifique aux Sablettes sur une thématique de l'architecture constructiviste, en fait, une nouvelle vision de l'architecture constructiviste qui est très intéressante, qui fait référence dans les manuels et personne ne le sait. Et à la reconstruction, le ministre de la reconstruction de l'époque, Claudius Petit, a inauguré les Sablettes parce qu'il a refusé d'aller à Toulon parce qu'en fait, ça lui plaisait pas du tout. La mairie de Toulon, la mairie de la Seine, ça lui plaisait pas. Donc il est allé inaugurer aux Sablettes. Donc on a toute cette histoire à mettre en lumière sur un site exceptionnel puisque la plage des Sablettes, c'est quand même un des rares endroits où on n'a pas la route derrière la plage. Une plage de sable blanc, bon, avec aujourd'hui un problème de gestion qu'il faut que nous envisagions. Mais on a des sites absolument extraordinaires à la Seine et c'est vraiment pour ça que je me bats depuis des années parce que je suis persuadée que la Seine a un destin à accomplir beaucoup plus valorisant que celui qu'elle a aujourd'hui. Très bien, c'était la première fois qu'on se voyait, donc on aura certainement l'occasion de se revoir. Je précise bien sûr que cette interview est réalisée dans le cadre des élections municipales. Ce sera le 23 et le 30 mars 2014 et je vous l'ai dit, donc après, nous on ne s'arrête pas, on sera toujours là. Voilà, donc merci infiniment de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venu, de vous être déplacé jusqu'ici. Voici les autres personnalités tête de liste pour la ville de La Seyne-sur-Mer. Marc Villemot, maire sortant, Parti socialiste. Philippe Vittel, UMP. Jean-Pierre Collin, Union de la droite et du centre. Daniel Canepa, sans étiquette. Gilbert Péréa, Association Sauvons la Seine. Damien Gutierrez, Front National. Patrick Martinenc, Divers Gauche. Laurent Richard, Front de Gauche. Nous poursuivons donc les interviews des têtes de liste pour les élections municipales de 2014, mais aussi des autres personnalités politiques si elles souhaitent également s'exprimer. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.